Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Marguerite. Donc moi, je suis cofondateur et directeur technique de Devancy Cybersecurity. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Inherent. Et nous, du coup, on est la division cybersécurité aux côtés d'une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Adista et puis d'autres marques également présentes dans le groupe. On est un peu plus de 100 collaborateurs dédiés à la cyber aujourd'hui. Ça fait plus de 13 ans qu'on fait que ça et on est plutôt sur, on va dire, la haute expertise en cybersécurité. Et dans le cadre de nos métiers et de cet accompagnement qu'on propose à nos clients, on a notamment un SOC qui tourne sur le CIEM SOAR de Microsoft Sentinel depuis à peu près 6 ans maintenant, en SOC mutualisé. Et du coup, on a développé une énorme expertise sur ce produit, au point de devenir chez Microsoft le statut Elite Partner, c'est-à-dire qu'on est dans le top 1% des partenaires qui sont très avancés techniquement sur leurs produits de cybersécurité. Et donc, en fait, on travaille en permanence avec les équipes R&D, les équipes produits, pour améliorer, pour implémenter comme il faut. Et on se retrouve à arriver chez des clients qui ont essayé d'installer ce produit dans leur coin, qui ont essayé de faire des choses. Et c'est dommage parce qu'à chaque fois, on se dit, mais en fait, il y a plein de petites astuces qu'ils n'ont pas activées, qu'ils ne savaient même pas que c'était possible, parce que l'interface, des fois, est un peu complexe, parce que ce genre de choses. Et donc, je me suis dit, je vais vous partager aujourd'hui peut-être 6 astuces qui peuvent vous intéresser sur le sujet, qui peuvent vous permettre de démarrer ou d'améliorer votre SIEM. Et du coup, pour rappel, Microsoft Sentinel, c'est quoi? C'est la définition moderne du SIEM. C'est-à-dire que c'est un SIEM, mais pas que. C'est aussi donc centralisation des événements de sécurité, mais c'est aussi un SOAR, c'est-à-dire que vous avez toute cette couche d'orchestration de réponse. C'est aussi un UEBA, c'est-à-dire que vous avez le comportement des entités utilisateurs, mais pas que. Une adresse IP, un poste de travail, c'est une entité également. Et vous avez de la Threat Intelligence qui est embarquée dans le produit. Si vous regardez la dernière définition du SIEM Gartner, c'est l'ensemble de ces 4 produits qui définissent ce qu'est un SIEM moderne et cette combinaison-là. Et pour la petite histoire, il y a quelques features intéressantes dessus, notamment parce que Microsoft investit 4 milliards d'euros par an en R&D sur le produit, en tout cas sur l'ensemble de ses produits de sécurité, dont une bonne partie va sur Sentinel. Donc ça fait effectivement pas mal de trucs à connaître. La première astuce, c'est qu'il y a des trucs gratuits. Alors ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas. On a tendance à se dire Microsoft Cyber est gratuit, ça ne sonne pas très bien. Et pourtant, pour une fois, on va dire, il y a quand même des trucs gratuits dans le produit, donc je vous conseille de les utiliser. Le premier truc qui est gratuit, c'est la partie log Azure Activity, Office Activity. Donc en gros, toute l'activité qui se passe sur votre tenant 365 et sur votre tenant Azure, ça, c'est entièrement gratuit et vous pouvez envoyer les full logs dans Sentinel et les avoir dans le SIEM, bénéficier d'alertes custom, bénéficier de ce genre de choses sans dépenser 1 euro. Donc, tant qu'à faire, faites-vous plaisir, activez-le. Jouez avec, c'est plutôt sympa. La deuxième stack, c'est que si vous avez les produits de sécurité Microsoft, donc toute la brique Defender, tout le remonté d'alerting dans Sentinel est entièrement gratuit. Vous ne payez pas 2 fois. Vous avez déjà des produits de cyber d'un côté. Si vous activez les briques SIEM, vous ne repayez pas pour avoir ça. Et la troisième chose, c'est la rétention à 90 jours. Sauf que Microsoft, on va dire que c'est plus par une démarche RSE que par radinerie, mais il vous active que 30 jours de log par défaut. Pour sauver la planète, bien sûr. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les paramètres et d'aller activer la rétention 90 jours, parce que tant qu'à faire, même sur les logs payants, par défaut, vous avez 30 jours. Activer 90 jours, c'est inclus dans le prix que vous payez déjà. Et ça vous permettra, en termes d'investigation, en termes de corrélation, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fourni avec ces 3 mois de log. Le nombre de fois où on intervient sur des SIEM Sentinel avec licence qui tournent depuis un moment, mais qui sont que sur 30 jours de log, c'est un petit peu dommage. Si on continue avec le FinOps, mais cette fois-ci de la partie payante, il faut être malin sur la manière dont on ingère les logs. Concrètement, vous avez 2 grands types de logs dans le SIEM, et c'est valable dans beaucoup de SIEM du marché, donc prenez-le aussi pour argent comptant sur .techno. C'est que vous avez les logs chez Microsoft qui s'appellent Analytics, qui sont les logs chauds, les logs qui portent toute l'intelligence, qui portent tous les moteurs de machine learning. Et vous avez les logs dits Data Lake, qui sont plutôt des logs pour des logs, voilà, qui vont servir à investiguer, qui vont servir à regarder quand on a besoin, mais qui ne sont pas là pour faire tourner des moteurs de machine learning hyper complexes dessus, et ainsi de suite. Le ratio de prix entre les deux, c'est
à peu près 85 fois, c'est-à-dire quand on est sur le prix. C'est-à-dire que 1 giga analytique est 85 fois plus cher qu'un giga data lake. Donc, faire un peu de FinOps, ça a du sens. En plus, ça sauve la planète en évitant de faire tourner des moteurs IA hyper complexes sur des volumes de data qui servent à rien. Et donc, on va utiliser les règles de DCR, donc les Data Collection Rules, pour choisir où est-ce qu'on stocke les logs. Par exemple, sur un firewall, les logs du moteur IPS, de connexion au VPN, à votre accès distant à votre ESI, etc., on les envoie dans les logs analytiques. C'est hyper intéressant pour faire de la corrélation de cyber, pour faire de l'analyse et de l'investigation. Par contre, les logs de trafic, c'est intéressant pour de l'investigation, mais ce n'est pas très intéressant pour de la détection. Donc, on les envoie dans le data lake. Et en gros, le ratio qu'on voit chez nos clients, c'est 85-15. C'est-à-dire que vous avez à peu près 15% de votre volume total de log que vous envoyez en analytique et 85% de votre volume total que vous envoyez en data lake. Bon, c'est une tendance, ça dépend des clients évidemment, mais c'est l'ordre de grandeur. Et la deuxième astuce en termes de FinOps, c'est que pour, entre guillemets, seulement 10% de plus en termes de prix, vous pouvez activer 1 an de rétention. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il y a 90 jours inclus par défaut. Mais en fait, si on rajoute 3 mois à chaud, donc on passe à 180 jours chauds, c'est à peu près plus 7% sur le prix. Et si on rajoute 6 mois à froid, c'est à peu près plus 3%. Donc en fait, pour 10% plus cher, vous avez 1 an de rétention. Je pense que ça vaut le coup. Et chez la plupart de nos clients, c'est ce qu'on conseille. Mettons 1 an de log, parce que le gain versus prix, il vaut vraiment la peine. Vous pouvez aller jusqu'à 12 ans de rétention sur Sentinel, selon les niveaux de conformité dont vous avez besoin. Et enfin, si vous avez des licences E5, vous avez a priori déjà donné un petit peu d'argent à Microsoft. Mais du coup, vous avez 5 mégas par user par jour de log, pas offert, mais inclus dans ce que vous avez déjà payé. Donc tant qu'à faire, on en bénéficie. Et ça serait dommage de ne pas activer toute cette performance en sachant que vous avez déjà des logs gratuits plus ces 5 mégas. Ça fait que Sentinel vous revient vraiment, vraiment pas cher quand on est dans ce cas-là. Évidemment, vous avez déjà payé les E5 pour en bénéficier, donc ce n'est pas non plus gratuit. Petite astuce suivante. Alors, si on rentre un peu plus dans la technique, il y a plein de gens qui ont du mal à comprendre qu'un SIEM, et notamment celui de Microsoft, ça peut amener du contexte sur un incident. Un SIEM, ce n'est pas que de la cyber. Et c'est la grosse valeur ajoutée que le SIEM il a par rapport à l'EDR, par rapport au NDR, par rapport à tous mes produits de sécu standard qui amènent de la brique de détection ultra spécialisée sur un environnement. Le SIEM étant l'outil générique on top de tout ça qui corrèle, lui, il peut amener d'autres choses. Et notamment, il peut créer ce qu'on appelle des enrichissements. Et du coup, si on prend un incident que je vous ai mis à gauche, un petit peu brut, tel qu'il arrive de base, ben, vous avez une identité, une adresse IP, un hostname, un nom d'alerte. OK, mais vous n'avez pas beaucoup de contexte. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez paramétrer, notamment via les playbooks, quelque chose qui permet que quand l'incident il arrive, vous savez tout de suite que l'entité, c'est un VIP. Du fait que ce soit un VIP, l'entité va être reclassée automatiquement avec une sévérité +1. À l'inverse, ça aurait été un compte de test, on aurait peut-être mis une sévérité -1. Vous allez avoir une adresse IP qui a une réputation, qui a été mappée face à de la threat intel, qui est peut-être connue comme malveillante. Là aussi, on augmente le niveau de sévérité. Un hostname qui a une criticité élevée, parce qu'on a un mapping de la criticité de vos assets dans le SI, etc., etc. Vous allez avoir aussi l'historique des incidents. Peut-être qu'en fonction de l'historique sur ces assets, ben, vous allez vouloir faire des réévaluations dynamiques. Vous allez avoir tout un tas de choses comme ça. Et on va pouvoir sortir même des recommandations, et ainsi de suite. Et ça, il faut absolument jouer comme ça. C'est-à-dire que même si c'est vous en interne sur le SI et que vous connaissez bien votre SI, se baser uniquement sur le fait que l'analyste va penser que c'est un VIP, va penser que ce serveur il est plus critique que celui-là, etc., c'est un peu dommage, alors qu'on pouvait le faire automatiquement, avoir une réévaluation dynamique de la sévérité et avoir des orchestrations de playbook qui sont différents en fonction du contexte. Donc un SIEM, ce n'est pas qu'un outil qui fait que de la cyber, c'est un outil qui peut amener du contexte métier dans des incidents cyber. Utilisez-le comme ça, c'est hyper pertinent. L'astuce suivante, et c'est souvent un point différenciateur par rapport à pas mal de solutions concurrentes que j'ai pu tester, c'est que les playbooks ils sont organisés en microservices. Concrètement, vous faites un playbook
qui fait une action et pas tout un ensemble d'actions. Parce qu'en termes de maintenabilité, c'est hyper important. Nous, on a pas loin de 600 playbooks qu'on maintient au SOC. Si chaque playbook fait des tonnes d'actions, c'est immaintenable. Alors que là, du coup, vous pouvez construire une orchestration où vous appelez ce dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin. Si vous voulez faire évoluer, par exemple, l'enrichissement de compte pour savoir si c'est un VIP, vu que le playbook il fait que ça, c'est très facile à faire évoluer sans tout casser. Si vous voulez faire évoluer la notification dans tel ou tel outil, si vous voulez faire évoluer la remédiation ou telle chose, c'est extrêmement facile puisque du coup vous avez des playbooks qui sont légers, qui sont maintenables, qui sont lisibles, qui sont débuggables et vous ne faites pas des copier-coller entre les playbooks. Quand on arrive sur des CIEM de clients, des fois ils ont fait des playbooks, mais des playbooks immenses, voilà, qui essayent de tout faire dans un playbook. L'incident, il arrive et il passe dans une tonne de conditions, de choses. Et quand ça ne marche pas, en fait, on ne sait plus le débugger. Et puis, quand on a besoin de faire une variante pour un autre type d'incident, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On clone le playbook, qui est immense, et on va essayer de faire la variante. Et puis ensuite, on va vouloir faire évoluer le premier playbook, mais on aimerait bien que le deuxième playbook bénéficie de cette évolution. Donc, on refait des copier-coller, et là, ça devient l'enfer. Il n'y en a que 2 pour l'instant. Et déjà, c'est compliqué, mais alors quand il y en a des centaines, c'est extrêmement compliqué. Donc, construisons nos playbooks comme des microservices. Je pense que c'est le meilleur moyen de développer au niveau du SOAR et de le maintenir dans le temps. Et notamment, le SOAR intégré à Microsoft le permet. L'autre point, c'est que vous avez déjà de l'IA dans Sentinel. Et alors, Microsoft, ils sont bien gentils, ils essaient de nous vendre à tous Copilot Security, qui est un super produit, j'ai pas de débat là-dessus. Mais si on veut mettre de l'IA dans le CIEM, on n'a pas besoin de Copilot Security. Alors, je viens de faire perdre des actions en bourse à Microsoft. Mais vous avez directement intégré dans vos playbooks des agents IA, ce qui fait que dans les workflows qu'on a vus juste avant, si vous avez une action que vous voulez faire par l'IA, en fait, vous l'intégrez directement dans votre workflow et vous avez directement des modèles GPT qui sont disponibles de manière assez simple. Évidemment, vous pouvez aussi vous coupler à des outils tiers en API, si vous voulez envoyer du cloud, si vous voulez envoyer du ce que vous voulez, du Azure Foundry, etc. Mais par défaut, vous avez intégré du moteur IA avec du modèle GPT. Vous avez du GPT Nano, du GPT Mini et du GPT standard en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir votre enrichissement standard et puis à un moment, vous appuyez sur l'IA parce que là, il y a une pertinence sur des choses non déterministiques de venir le faire avec une action IA. Et puis ensuite, repartir sur du playbook standard. Tout ça en intégré et à des coûts qui sont franchement dérisoires par rapport à l'efficacité que vous en retirez. Donc nous, on travaille comme ça. On a vraiment le côté déterministique qui est fait par du playbook standard, de la logique assez classique, où on sait qu'on a un résultat qui est commun, qui est toujours le même, qui martèle, et on n'a aucune variation de résultat. Et puis on a d'autres choses où on se dit... Là, quand même, il y a un tas de critères qui font qu'un sentiment IA serait hyper intéressant. Et dans ce cas, on s'appuie là-dessus. Et enfin, le dernier élément, c'est que vous n'êtes pas limité aux entités qui sont présentes dans un incident et vous pouvez faire des entités liées. Le cas classique, c'est j'ai 3 comptes. J'ai un compte sur la première forêt. J'ai un compte sur la deuxième forêt. Évidemment, je n'ai pas de relation d'approbation entre les 2 forêts. Et j'ai aussi un compte admin sur la première forêt. Ces 3 comptes sont en fait liés. Si l'utilisateur se fait compromettre sa machine, il se fait compromettre probablement les 3 comptes puisqu'il utilise les 3 comptes sur la même machine. Par défaut, si vous ne faites rien, vous allez voir le compte qui a généré l'alerte, vous allez le confiner et vous allez complètement oublier de confiner les 2 autres comptes. Et pourtant, vous êtes fait compromettre les 3. Donc, on peut intégrer dans Sentinel des comptes liés et du coup avoir l'ensemble des comptes associés à un compte qui remonte et du coup faire une action de remédiation sur l'ensemble de manière à ne pas avoir en fait un trou dans la raquette. Et puis il me reste plus de temps, et dernier fun fact, je ne sais pas si vous avez déjà fait les trainings Microsoft, mais c'est les trainings Ninja. Pour la petite histoire, parce qu'on travaille beaucoup avec les équipes Microsoft, c'est le chat du fondateur de Sentinel. Voilà. Merci à tous. Si vous avez plus de questions, vous pouvez venir au stand de G1. On est juste à côté. Et si vous voulez, j'anime une table ronde juste après sur l'automatisation du SOC. Donc c'est à 11h15. Si ça vous intéresse d'aller plus loin là-dessus, on va parler pendant 1 heure d'automatisation au sein du SOC. Merci Alexandre. Donc vous pouvez le retrouver sur le stand.